Voilà la question qui brûle les lèvres des observateurs. Dans une interview, l'économiste togolaise Yves Ekwe-Amaizo, directeur de Afrocentricity Think Tank, répond aux questions de la consoeur de RT France, Samantha Ransami, sur le sujet. Bonne lecture. L'Afrique subit de plein fouet cette guerre en Ukraine, selon Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal. Vrai ou faux? On en fait trop ou pas? Le président sénégalais a en mémoire d'abord le cas du Sénégal, puis le cas des pays africains dans leur ensemble. Pour le Sénégal, importateur net d'hydrocarbures et de céréales provenant de cette région, oui, il subit les conséquences indirectes de la guerre entre l'OTAN et la Russie qui se déroule sur le sol ukrainien. Mais l'Afrique ne subit pas les pressions de la migration comme la Pologne, la Bulgarie ou d'autres pays limitrophes. Pour l'Afrique, la hausse des prix des matières premières peut être une opportunité comme une menace si la gouvernance économique ne suit pas avec la constitution de stocks régulateurs et de réserves internationales en cas de retournement de la situation, et si la corruption prend le dessus. La guerre en Ukraine, un choc économique, il y en eut d'autres plus récemment, la crise économique mondiale en 2008, plus récemment la pandémie et l'Afrique s'est montrée plutôt résiliente? L'Afrique serait-elle résiliente? La notion de résilience est relative. Les conséquences de la crise financière de 2008 ont impacté l'Afrique avec du décalage comme d'ailleurs l'ensemble des crises importées des pays occidentaux. La résilience de l'Afrique face au coronavirus Covid-19 sont plus liées à des avantages comparatifs, chaleur, population vivant peu dans des espaces clos, population ayant eu des antécédents de prise de médicaments antipaludéens et utilisant la médecine traditionnelle et la pharmacopée, ce qui a augmenté la capacité de résistance de la population africaine. Mais rien n'empêche l'Afrique de promouvoir ses avantages compétitifs, tout ce qui permet à une organisation, État ou entreprise, de surpasser la concurrence. Mais sur ce sujet, les dirigeants africains refusent de s'intéresser à cette approche et préfèrent en grande majorité, vendre les richesses africaines sans les transformer, au détriment de la création d'emplois en Afrique. 3. Quels sont les liens économiques et commerciaux que noue la Russie lourdement sanctionnée avec les pays du continent africain? Les liens entre la Russie et l'Afrique sont anciens. Les pays africains qui avaient opté pour les politiques dites communistes ou socialistes au temps de l'Union soviétique ont pour l'essentiel évolué vers le pragmatisme, non sans renforcer la production agricole comme source de productivité et d'autosuffisance. Mais l'approche de certains pays africains d'aller quémander de l'aide qui finalement a contribué à l'endettement, puis à la perte de souveraineté économique et monétaire, voire politique, n'est pas dans la logique politique russe. L'approche russe repose plus sur un engagement africain avec une priorité d'abord pour une coopération militaire pour asseoir une indépendance territoriale, pour ensuite évoluer vers un partenariat stratégique. La contrepartie est souvent le paiement par des matières premières, y compris en or sur des bases plutôt favorables pour l'Afrique. Ce n'est pas non plus l'approche de la Chine qui délocalise son personnel en Afrique et empêche ainsi le transfert de savoir-faire et de technologie à des Africains. Ce dernier point est en train d'évoluer. 4. On parle beaucoup de la dépendance du continent africain au blé ukrainien et russe. Qu'en est-il vraiment? Oui. Cette dépendance est réelle notamment pour certains pays qui ont choisi non pas de promouvoir leur production locale, mais de s'enrichir à partir des asymétries de marché. En effet, les céréales, les engrais, les hydrocarbures, transformés, provenant de la Russie et de l'Ukraine ont permis l'enrichissement personnel de nombre de dirigeants africains et leur réseau d'affidés proches. La déstabilisation de ce système remet en cause des pratiques de rente en Afrique. Des pays comme le Bénin sont dépendants à 100% du blé des deux pays en guerre. Pourtant, les Béninois ne consomment pas ces 100% d'importation. Vraisemblablement des réexportations légales ou illégales vers le pays voisin comme le Nigeria avec des bénéfices substantiels. Plus globalement pour l'Afrique, 8,3% du blé importé provient d'Ukraine et 22% de Russie et les sanctions lourdes vont déstabiliser le circuit d'approvisionnement et impacter directement les populations les plus pauvres en Afrique. Les pays de l'Afrique du Nord dit le Maghreb sont particulièrement dépendants des importations de blé mais aussi de maïs acheté à 70% à l'étranger. Nous allons nécessairement assister à un choc inflationniste avec des possibilités de poche de famine et d'assèchement des stocks de nourriture.
Les pays africains qui profitent des prix élevés des hydrocarbures, s'ils sont vertueux en termes de gouvernance stratégique, pourront facilement reconstituer leurs réserves financières si la situation perdure. 5. Paradoxe, cette Afrique qui, malgré le potentiel confirmé de son agriculture, n'arrive toujours pas à se nourrir? Il y a peut-être un sursaut, il va falloir nourrir plus de 4 milliards d'Africains en 2100? C'est la faute et la responsabilité des politiques passées de refus de donner la priorité à la transformation en Afrique de l'agriculture africaine. Mais sur l'agriculture, c'est la constitution de rentes de situation à partir d'une fausse politique d'impôt substitution où au lieu de privilégier la chaîne de valeur du manioc, de la patate douce ou de la banane plantain par exemple, de nombreux dirigeants africains ont préféré les importations de blé ou maize à des prix compétitifs afin de le revendre avec des marges substantielles, principalement par le biais des membres des cercles familiaux ou politiques. Le sursaut passe par la priorité à l'économie de proximité et à l'économie circulaire avec le recyclage et le civisme sur la propreté des espaces. 6. Crainte de la famine, vrai ou faux? 45 pays africains importent en effet au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Lorsqu'on parle de famine, il faut s'interroger sur ceux qui en parlent. Il s'agit souvent d'institutions étrangères spécialisées qui vivent des crises dans les pays faiblement industrialisés. Aussi, oui, il y aura des poches de pénurie alimentaire liées plus à des difficultés du circuit d'approvisionnement et le refus d'accorder des incitations importantes à ceux des agricultrices et agriculteurs africains qui produisent et valorisent les productions agricoles locales. Savez-vous que la pénurie de blé a permis aux patrons de boulangerie au Cameroun et ailleurs en Afrique de produire du pain à partir de la patate douce, de l'igname et de la banane plantain? Plus nutritif et meilleur en goût? Pourquoi faut-il attendre des crises pour innover en Afrique? Les marges sont même en train de s'améliorer du fait des alternatives africaines au blé ou autres céréales importées. L'Afrique doit consommer ce qu'elle produit. 7. Dans un article d'Afrocentricity Think Tank, afrocentricity.info, vous dites la famine annoncée en Afrique dans le Sahel ne sont pas le fait de la guerre en Ukraine? Il va de soi que la guerre entre l'OTAN et la Russie sur le sol africain a contribué à aggraver la situation. Mais c'est vrai que les priorités des dirigeants africains dans la pratique ne sont pas allées de pair avec la recherche de l'autosuffisance alimentaire à partir des produits locaux. En effet, cela mettrait fin à une rente de situation où les marges étaient substantielles pour les personnes proches du pouvoir africain. 8. La situation est-elle identique à ce que l'on a appelé malencontreusement les émeutes de la faim? Les émeutes de la faim sont les conséquences d'une pénurie prolongée de l'accès à des produits importés comme le blé et l'augmentation inconsidérée des prix, liée à un refus des gouvernants de subventionner le prix du couscous et du blé et du pain, aliments intervenant dans la cuisine des pays au nord de l'Afrique du Maroc à l'Égypte. Alors oui, si la crise actuelle se prolonge, les conséquences dans les pays du Maghreb, mais aussi ailleurs en Afrique, peuvent sonner le glas de certains gouvernements trop concentrés à ne servir que leur propre clan et ethnie. 9. Et l'inflation, quid de l'inflation aggravée par la pénurie de céréales? La hausse généralisée des prix et les répercussions en cascade sur tous les prix des services dans un pays créent une situation de perte de pouvoir d'achat généralisée. Cette forme d'inflation est déstabilisante. Le peuple ne peut qu'y être sensible, surtout que cela impacte plus les pauvres, ceux que nous appelons en Afrique